de pénurie de talent. Je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde, peut-être une grande partie d'entre vous, vous vivez des situations en lien avec cette pénurie de talent. Alors, ce qu'on a pensé, c'est qu'on a pensé inviter une personne, et je suis assez heureux d'avoir cette personne-là avec nous. C'est Julie Gamache. Je vais vous faire une petite présentation de Julie. Julie est une professionnelle chevronnée en ressources humaines. Elle a œuvré en fait en tant que directrice des ressources humaines dans plusieurs organisations depuis plus de 15 ans et beaucoup dans le domaine de l'alimentaire notamment. Elle a travaillé chez Walmart, Couche-Tard, Groupe Saint-Hubert, Kraft Food, Plaisir Gastronomique aussi. Et puis, ce que j'aime de Julie, c'est que c'est une personne qui est engagée, qui cherche toujours à faire les choses différemment. Elle travaille dans des milieux manufacturiers qui sont des fois des milieux qui sont vus comme étant peut-être un peu plus conservateurs dans leur manière de fonctionner. Et justement, je trouvais ça intéressant que Julie, ayant œuvré beaucoup dans ce domaine-là, partage avec nous un peu les meilleures et peut-être les pires pratiques aussi qu'elle a pu mettre en œuvre. Alors Julie, bonjour. Bien, bonjour. Hey, merci pour la présentation. Donc, ça me fait plaisir, Laurent, d'être avec toi cet après-midi. Alors, Julie, en fait, on t'a interpellé en fait sur deux sujets en un, le recrutement et l'accueil-intégration. Alors, j'ai précisé que tu as quand même la majorité de ton expérience, dis-moi si je me trompe, est Mhm. quand même beaucoup dans le milieu manufacturier, ou Oui, proche, en tout cas alimentaire, là. Donc, oui. ce que j'aimerais peut-être sonder, c'est de voir en fait parmi ceux d'entre vous qui êtes présents, de quel secteur d'activité êtes-vous? On n'a peut-être pas été exhaustif, mais pour voir un petit peu là ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc le sondage est lancé. De quel secteur là vous appartenez, vous travaillez ou dans lequel vous avez la majorité de votre expérience. Et je partage les résultats. Je trouve ça intéressant pour toi que tu puisses voir, bah, pour toi, Julie, mais aussi pour le reste. Donc, au niveau des personnes qui sont présentes aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous appartenez au service public, et après, quasiment à part égale, là, manufacturier, santé, services professionnels, également financiers, et quand même beaucoup de personnes aussi qui appartiennent à des organisations OBNL. Donc, Mhm. c'est sûr. Puis, peut-être une première question que j'aurais envie de te poser, quelle est la spécificité de recruter dans un secteur qui est peut-être justement un peu moins corporatif, comme on peut le voir, ou un peu plus, mettons, manufacturier, alimentaire, etc. Quelles sont les spécificités? Ben, en fait, la majorité de ma clientèle ou des employés, c'est des employés qui sont non spécialisés. Donc, vraiment de la main-d'œuvre non scolarisée, qui a l'embarras du choix, évidemment, parce qu'on a plusieurs entreprises qui cherchent le même genre d'employés. Puis c'est très, très facile de pouvoir magasiner puis de pouvoir aller à un endroit. Puis si ça ne fait pas, ben on va aller à un autre. Puis ça peut changer parce que, bon, 50 sous de différence de l'heure, ben c'est plus attrayant, puis on change. Donc ça, c'est sûr que ça apporte une complexité dans la rapidité que les gens peuvent changer d'emploi, puis notre façon de recruter, parce que comme on est plusieurs à rechercher le même genre d'employés, ben on s'les arrache littéralement de façon très, très, en tout temps, en fait. C'est une Ben, guerre. en fait, c'est intéressant, c'est que Ouais. ça veut dire que ce que vit le domaine manufacturier, finalement, a quasiment une longueur d'avance sur le reste des secteurs, parce que vous, c'est pas nouveau, la pénurie de talent, c'est pas nouveau qu'il y a ce, ce phénomène-là, des personnes qui changent plus rapidement d'organisation, etc. Et alors que là, ce qui est en train d'arriver, c'est que ça se généralise à tous les postes, qu'ils soient non spécialisés ou spécialisés. Il y a vraiment cette généralisation de situations qui arrivent. On le voit par exemple, je voyais en Europe, là, c'est encore beaucoup les postes non spécialisés, mais Mhm. ça va de plus Ouais. en plus vers des postes qui sont un peu plus spécialisés. Et puis, ultimement, bah, tous les postes vont être touchés, comme c'est quasiment le cas ici. Ben oui, c'est certain parce que c'est sûr que chaque entreprise, on a de la croissance, on veut, tu sais, on crée des postes, puis ensuite, ben la démographie ne suit pas nécessairement, tu sais, avec les besoins qu'on a chacun d'entre nous dans les entreprises. Donc là, c'est cette guerre-là qu'on doit se buter.
Mais nous, dans un contexte manufacturier, c'est un environnement particulier, surtout en alimentaire. C'est 4 degrés, c'est pas très, très Mmh. sexy comme environnement. C'est très physique, très routinier, hein, c'est sur une ligne de production. Donc, ça, c'est quand même difficile à recruter là, de façon générale, mais avant, on avait des CV, les gens ne restaient pas. Maintenant, on n'a plus de CV, puis il ne reste pas plus, mais on a moins de choix, donc on ne peut pas répondre aussi rapidement aux opérations qu'on a pu le faire dans le passé. Ça, c'est intéressant, c'est parce que ce problème-là va arriver de plus en plus pour plusieurs organisations où les ressources humaines n'ont pas toujours la capacité de répondre en lien avec les Mhm. attentes Oui. des opérations ou des gestionnaires. C'est un facteur démobilisant, hein. Moi, je pense à mes équipes, tu sais, les spécialistes en recrutement particulièrement, puis je pense que l'audience va être d'accord avec moi, c'est que quand tu as constamment le gestionnaire qui vient te voir, puis est-ce que demain j'ai quelqu'un? Est-ce que, ben là, ça fait 2 semaines que je t'ai demandé, puis ça ne fonctionne pas? Ou, tu sais, on fait face, nous, en tant que professionnels, à du découragement. On essaie d'immobiliser, on essaie d'expliquer, mais à un moment donné, on vient à court d'arguments et là, c'est notre propre mobilisation qui est touchée parce qu'on ne se sent pas compétent non plus. Il y a ça aussi hein, qu'il faut Oui. garder en tête. Ça touche autant la difficulté de recruter, mais aussi à l'interne, les gens qui sont responsables du recrutement, puis ça devient un casse-tête perpétuel. Et une question que j'ai pour toi, c'est, on posait la question, depuis combien de temps, en fait, vous vivez, en fait, les impacts de la pénurie de talent en général dans ce secteur là? En moyenne, là, tu dirais, Ben moi, là, je me souviens, j'ai fait des représentations à plusieurs niveaux, puis ça fait au moins 7 à 8 ans que je parle de pénurie de main-d'œuvre, puis ça s'en vient, puis il faut se préparer. Puis, tu sais, à cette époque-là, ça paraissait loin, puis tout ça, mais là, on le frappe, puis c'est pas une surprise, là. mmh. La documentation le disait qu'on allait faire face à une pénurie de main-d'œuvre, mais tu sais, des fois, ça prend, faut frapper le mur pour y croire. Ben là, on est rendu là. Puis il faut se réinventer, puis il faut faire les choses différemment à vitesse grand V. J'ai envie de poser la même question, en fait, aux personnes à vous qui assistez, à cette causerie. Depuis combien de temps vous ressentez les impacts de la pénurie de talent? Et je pense que ça doit effectivement beaucoup, beaucoup dépendre du secteur d'activité dans lequel on œuvre. Hem, mais ceci étant dit, c'est drôle parce que c'est ce que je disais là, il y a plus d'une dizaine d'années à l'époque, le président de l'Ordre des conseillers en ressources humaines nous avait présenté un graphique, des courbes démographiques et en fait, nous montrer qu'on avait le droit dans le mur. Ouais. C'était vraiment là, c'était de la des mathématiques et à l'époque, ça m'avait marqué. Mais est-ce qu'on a agi en conséquence? Je pense que j'ai pas été le seul à avoir ce genre de données-là, mais voilà, c'est une fois souvent qu'on est face au mur Ouais. véritablement que là, on commence à agir. Donc là, ce qu'on voit, c'est quand même, c'est intéressant, là, je partage les résultats, c'est que quand même, la plupart d'entre vous, hein, une bonne moitié, vous dites, eh ben, ça fait quand même 2 3 ans, hein. Mhm. Les impacts, c'est pas nouveau là, on en parle là maintenant, mais pour beaucoup peut-être à des niveaux différents, mais il y avait déjà des impacts en tout cas que vous pouviez vivre. Mon autre question pour toi, c'est quel genre d'impact tu as pu mentionner un petit peu des fois d'être pas capable de répondre aux attentes des gestionnaires, mais quel genre d'impact, toi tu as pu voir en fait dans les organisations, dans ton domaine Ben, d'activité? on limite la croissance littéralement de l'entreprise parce qu'on n'est pas capable de fournir à la demande, puis ça nuit à la réputation de l'entreprise aussi, puis ça met beaucoup, beaucoup de stress sur les opérations. Et au niveau des employés qui restent, qui ont plusieurs années d'ancienneté, qui eux autres doivent pallier parce que on manque de main-d'œuvre, puis ils sont là, puis on leur demande un petit plus, puis tu sais, on dit que c'est temporaire, mais ça devient prolongé. À un moment donné, ils ne nous croient plus, puis là, il y a une augmentation de l'absentéisme, il y a une augmentation aussi des accidents de travail et tout ça. Puis aussi, ils sont tannés de former, puis voir la personne quitter après la pause ou après une semaine. Ouais. Fait que c'est tout ça là, c'est tout Moi, à j'ai beaucoup l'interne. entendu ça aussi de la part de collègues ou de gestionnaires, une certaine lassitude. En fait, et des Oui, fois même une fait de plus vouloir vraiment s'engager dans la relation parce que, en se disant: «Bah, de toute façon, cette personne-là va quitter dans quelques jours ouais. ou elle va Puis changer parce ils qu'elle le aura une disent, meilleure hein? offre ailleurs». Ouais. Exact, parce que moi, j'ai eu d'expérience, des employés disent: ben, de toute façon, ça ne me donne rien de te former, tu vas partir demain.
tu sais. Alors, on va où avec ça? Tu sais, on peut essayer de mettre tout ça en place, mais si les gens à l'interne n'y croient plus, puis ils sont découragés, c'est eux, au bout de la ligne, qui ont de l'impact sur la rétention puis la mobilisation des nouveaux. Alors, ça, c'est préoccupant pour moi. Mmh, tout à fait. J'ai envie de poser je vous pose la même question à ceux qui assistent. Quels sont les impacts de la pénurie, de main-d'œuvre que vous ressentez? Puis vous pouvez mettre plusieurs choix là de réponses. C'est intéressant pour nous là de voir un peu là, quels sont les impacts que vous avez vous-même ressentis, reliés à cette pénurie de main-d'œuvre. Alors c'est assez intéressant les réponses qu'on a et c'est intéressant et épeurant à la fois. Je mets un peu de suspense dans mon, là-dedans, mais vous allez voir là, je laisse un petit, 4-5 secondes et voilà, 3, 2, 1. Voici les résultats, que vous puissiez voir ça. Donc, taux de roulement. Mmh. Ouais, voilà, on en parlait, mais c'est ça, c'est exactement ça là, un fort taux de roulement. Il y a, disons que c'est un marché de candidats, c'est un marché d'employés là, donc c'est sûr Ouais. que le gros bout du bâton, il est pas du côté de l'employeur en ce moment. Ce qui m'a fait dire que c'était un petit peu épeurant, c'est l'impact sur la santé mentale. Mmh, tout à fait. Ça c'est quand même, et je suis pas sûr qu'on en parle, que le lien soit fait aussi, de manière aussi automatique et c'est dommage parce que, vous voyez, vous le dites là, c'est qu'il y a un impact direct sur la santé mentale. Tu as nommé sur les équipes de recrutement, Mmh. on peut parler sur les collègues, on en a nommé sur, les gestionnaires. En fait, tout le monde est impacté par ça. Hem, Maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Puis quand on est une entreprise, comme tu disais, des fois il y a des conditions qui sont pas des c'est pas d'aller, travailler, hein, Mmh. sous le soleil, au bord de l'eau, Ouais. ça peut être des travails. Qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer comme employeur? Qu'est-ce qu'on peut faire Ben pour se démarquer? en fait, il faut essayer, OK? Là, il faut vraiment faire les choses différemment, puis y aller par essai et erreur, parce qu'au moins, on s'est donné la peine d'essayer. Mais je pense que moi, si je peux vous partager un peu l'expérience que j'ai eue, on n'a pas le choix d'aller vers des gens qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude d'aller après ma barre, par exemple, des personnes en situation de handicap. Donc, avoir un programme, regarder aussi la flexibilité. Tu sais, dans les usines, les manufacturiers, on est habitué d'avoir des horaires de travail qui sont très, très rigides. Puis dans des milieux qui sont syndiqués pour la plupart. Puis, et là, il faut qu'il y ait un partenariat, puis il faut qu'il y ait des discussions pour dire comment on peut faire pour permettre aux retraités de venir travailler 4 heures par jour ou la femme monoparentale qui doit s'occuper de ses enfants, puis qui doit être là au retour de l'école. Ben, il faut penser à la prestation qu'elle va fournir, c'est déjà ça pour nous aider au niveau de nos Mmh. opérations d'avoir des étudiants, puis les étudiants, pas juste de fin de semaine ou de soir, mais de dire, OK, comment c'est ton cégep ou ton université, quel trou il y a pour que moi, tu viennes m'aider, puis que moi, je t'aide en même temps. Tu sais, le recrutement international, moi, je ne connaissais pas ça, puis j'ai embauché 28 personnes à l'international. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas exploité parce que par peur de trop coûteux, trop problématique, demande de permis, tout ça. Mais là, c'était un mal nécessaire dans des emplois non spécialisés. Donc, les programmes ont eu lieu, le résultat a eu lieu, c'est emballant. Et ça nous a aidés, puis ça a aidé la mobilisation aussi. Puis ça a permis la rétention parce que ces gens-là sont avec nous pendant une période de 2 ans. Donc ça, c'est facilitant, puis c'est encourageant pour les gestionnaires aussi. Mais encore là, tout programme doit être bien pensé, bien encadré. C'est pas tout de le mettre en place, mais simplement faire les démarches, puis après ça, on laisse aller. Parce que l'accueil et l'intégration, c'est à repenser également. Ouais, on va en parler après. Puis, là, moi, ce que j'entends de toi, ce que tu dis, c'est que, de un, c'est des fois de revoir les attentes, Mhm. hein. C'est-à-dire que si on s'attend à avoir quelqu'un, un poste à temps plein, qui va rester 10 ans avec nous, Ah, on a peut-être pas les bonnes attentes là. ça n'existe plus. Tu sais, Ouais. malheureusement, tu sais, c'est de moins en moins probable. Puis, tu sais, il faut essayer de voir, on va être heureux si la personne reste 1 an ou reste 2 ans. Tu sais, d'essayer de voir, regarde, les gens qui fournissent une prestation de travail au moment présent, c'est déjà ça.
Puis c'est Mmh. ça qu'il faut essayer de repenser puis de se refaire, une, tu sais, une tête là-dessus, puis gérer nos attentes justement parce que ça va être moins décevant, puis ça va répondre à nos besoins même si c'est pas à long terme. Mmh. Et l'autre élément que tu dis, c'est d'ouvrir le bassin potentiel de candidats, Ouais. de s'ouvrir à des candidats que initialement on n'aurait pas pensé, auxquels on n'aurait pas pensé, mais Mmh. qui pourraient en fait combler, une partie du besoin, en Ouais, recrutement. exactement. Et il y avait une question qui était posée là, on tient à vous dire là, vous avez été très je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur, hein, pour ceux qui participaient, à cette causerie, parce qu'on n'a jamais eu autant de questions, qui ont été posées lors de l'inscription. Une question que je trouvais intéressante qui était: comment peut-on, heu, aller chercher des candidats qui ne sont pas en recherche active, qui sont des candidats Mmh. passifs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, il faut utiliser la technologie. Il faut faire les choses encore là différemment, puis être où est-ce que nos gens sont. Tu sais, si c'est des étudiants, ben Snapchat, Instagram, il faut être là. Facebook pour les plus vieux. Mes enfants me diront que c'est dépassé, mais Toujours pour une toujours bizarre génération d'entendre pour comme les la plus mienne, vieux là, mais bon, ben oui. c'est ça, comme la mienne, ben moi, ça fonctionne, Facebook. Donc, utiliser Facebook et utiliser les réseaux, évidemment, d'être le plus. Il faut s'assurer de faire des initiatives qui nous gardent top of mind. C'est que la personne qui cherche un emploi va penser à votre entreprise. Puis comment le faire? C'est par oui, il y a se démarquer par les sites carrières, avoir une marque employeur qui est forte, mais aussi, moi, j'ai expérimenté, dans une campagne étudiant, évidemment, ben, il faut débourser un peu, mais on peut faire de la géolocalisation. Donc, les gens qui sont à proximité dans les cégeps, des écoles secondaires ou des universités, ben, ils reçoivent des offres, puis ils sont ciblés, donc ils reçoivent nos publicités. Il faut aller vers Mais comment on fait ça, de la géolocalisation? ben, Ça c'est via une m'intéresse là. firme. C'est via des firmes OK. spécialisées. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de moyens. Moi, je ne suis pas techno, mais je m'intéresse de plus en plus, puis je suis très ouverte à utiliser la technologie, puis j'utilise les bonnes personnes pour le faire. C'est pas moi, c'est pas par moi que ça passe, mais par contre, et donc, ils géolocalisent. Nous, au moins, on fait parler de nous, et donc ça devient un sujet. Aussi par les produits, tu sais, combien de produits qui viennent chez les consommateurs, pourquoi qu'on ne mettrait pas une petite effigie qui dit, ben nous recrutons puis simplifier les choses. Bon, c'est sûr que la majorité d'entre vous avez des programmes de référencement, s'assurer qu'ils sont adéquats, que le montant est raisonnable et comme le marché l'impose pour que ça se devienne attrayant. Puis en faire la promotion, tu sais, au niveau des employés, parce que c'est bien beau l'avoir dans un livre, un manuel d'employé, mais si tu n'en fais pas, tu sais, de la promotion, puis ça ne se parle pas, ben ça ne vivra pas, donc on n'a pas Mmh. les fruits associés à ça. Et je trouve Euh, intéressant excuse-moi de t'avoir coupé, la géolocalisation. Parce que vous, dans votre réalité, en tout cas dans la réalité du milieu manufacturier, les personnes vont se rendre au travail, hein. Le télétravail, c'est des fois, c'est pas une option, hein. non. Il faut être sur la ligne de production, voilà, donc c'est sûr que et je trouve ça intéressant malgré tout parce que, j'avais lu une étude, c'était avant la pandémie, que, un des critères principaux de choix d'un poste, c'était déjà la proximité, Oui, entre la résidence et le lieu de travail. oui, Et même pour ceux en fait où le télétravail est une option, mais il y aura beaucoup de modes hybrides avec une partie du temps qui sera de se rendre au bureau. Donc malgré tout, les personnes qui ont été habituées au télétravail, faut que ce temps-là soit le plus court possible en fait, quasiment, pour que ça ne devienne pas quelque chose qui soit, vu comme dérangeant ou autre. Mmh. oui, tout à fait. Une autre question qui était posée, c'est, combien de temps tu suggérerais de prendre pour traiter une candidature? Combien de Le temps plus, ça Le plus rapidement possible. C'est surtout dans les emplois qui sont non spécialisés. Il faut que vous mettiez en tête que la personne n'a pas juste postulé sur un poste cette journée-là, elle a postulé sur plein de postes et le lendemain ou la journée même, il faut qu'il y ait un appel. mmh, Il faut avoir quelqu'un un recrutement qui est très structuré, qui est bien organisé, puis qui est rapide sur le retour d'appel pour que la personne rentre dans l'engrenage. Puis, tu sais, on voit beaucoup, là, je lis beaucoup sur les processus d'entrevue qui n'en finissent plus. Ben, il faut s'adapter.
faut être capable de revisiter nos choses puis de pouvoir simplifier au maximum, surtout puis je ne parle pas dans des postes très, très plus haut placés. C'est sûr qu'il y a des processus puis il y a plusieurs étapes, mais dans un processus d'employés qui sont non spécialisés, ben, il faut qu'il y ait une première approche, puis dans la semaine, la personne soit embauchée, puis elle sait qu'elle commence avec une date prédéterminée. Dans la Sinon, semaine? on Ah passe ouais. à côté. Ben oui, sinon, on passe à côté. Puis Mmh. ils ne viendront pas ou ils vont nous dire ben j'ai déjà une entrevue ou ils vont. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment le plus rapidement que tu fais, le mieux que tu vas réussir au moins à traiter le peu de candidatures que tu as. Puis c'est une des questions qui t'est posée, c'est comment on peut adapter notre processus de sélection? Parce que si on a, je sais pas moi, 3 entrevues, peut-être pas 3 entrevues, mais deux entrevues plus, les prises de référence, plus, mais tout ça, ça prend du temps. Là, comment on peut s'ada et est-ce qu'il faut ça parce que l'autre question qui était posée, c'est, en retirant toutes ces étapes, est-ce qu'on n'a pas le risque d'embaucher des personnes qui finalement ne font pas l'affaire? Mais oui, mais je serais d'accord avec moi que tout processus de sélection, peu importe la longueur, c'est pas infaillible. Donc, il y a Mmh. vraiment aussi un risque d'erreur. Et moi, j'ai toujours la première pensée de dire, OK, quels sont les risques? Est-ce que je peux les gérer? Et la réponse est oui, surtout dans un contexte non syndiqué ou soit syndiqué avec une période de probation. On a une responsabilité à ce moment-là, en tant que gestionnaire, de gérer nos cas et de gérer les gens qui sont plus défaillants. Mais oui, on doit prendre malheureusement certains risques, mais des risques calculés. C'est pas prendre le premier venu, c'est évaluer selon nos valeurs, selon les compétences à l'entrevue. C'est juste qu'il faut avoir une pensée plus aiguisée, des questions plus spécifiques à l'entrevue parce qu'on sait que c'est la seule qu'on va faire. C'est la même chose pour les prises de référence. Il y en a, ben, ça prend des prises de référence, puis la personne ne retourne pas mon appel. Mais, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin dans certains cas? Quelle est l'efficacité de prise de référence? Se questionner, dire, hey, dans ces postes-là, là, vraiment, là, c'est des étapes qui nous nuisent dans la majorité des cas. Puis bien souvent, ce qu'on reçoit, c'est des confirmations d'emploi, ce qui fait qu'on l'a déjà dans le CV, fait que ça n'a pas sa valeur ajoutée. Donc, tu sais, c'est sûr que, bon, la vérification du criminel, c'est une étape, mais c'est très facile à faire et ça ne prend pas de temps. C'est Mmh. dans le même ordre d'idée, là, dans la même séquence que ton entrevue, ta première entrevue et la dernière entrevue, finalement. C'est vrai que c'est rare que quand on fait une prise de référence, un employeur nous dit, bah, de toute façon, normalement, il n'aurait pas le droit de le faire déjà, là, Exact. mais c'est rare qu'il nous susurre dans l'oreille que c'est peut-être pas le meilleur candidat, là, c'est rare. C'est Ben, c'est plutôt rare. ouais. Puis, tu sais, entre toi et moi et vous autres, on va le savoir, on va s'en rendre compte assez rapidement quand on a un processus de formation, puis on voit la personne interagir, puis on s'intéresse surtout à elle dans les premiers temps. On sait si elle va faire l'affaire ou pas. Il Mais faut juste se faire confiance. non, et puis alors juste avant de passer sur la partie justement intégration, il y avait une question qui était, intéressante, qui était, plus au niveau des générations. Ouais. Comment doit-on adapter notre recrutement, processus de sélection aux plus jeunes générations? Tu as un petit peu répondu, au niveau de se présenter sur certaines plateformes, Snapchat, Ouais. oui, bon, vous voyez mon niveau de familiarité avec ces plateformes-là, mais en tout cas, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Est-ce qu'il y a une approche différente à avoir peut-être? Ben, c'est la rapidité. Ça, ils veulent OK. avoir quelque chose d'instantané, ça, c'est certain. Ils veulent pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ils veulent que la promesse qu'on a faite à l'entrevue, ben, ça soit vraiment celle qu'ils vont retrouver dans le milieu d'emploi. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel en tout temps. Et surtout, ils veulent être écoutés. Beaucoup. Tu sais, ça prend, oui, du temps, mais on pense souvent, ah, ben, il me fait perdre mon temps. Oh que non. Il ne vous fait pas perdre votre temps. Vous le rassurez, puis généralement, il va peut-être plus rester. C'est des gens qu'il faut qu'on soit un peu plus différents, mais aussi, il ne faut pas s'attendre non plus qu'ils vont rester longtemps. Parce qu'eux autres, ils Mmh. font un petit bout de chemin, puis c'est bien correct, puis ils pensent au prochain voyage, puis ils pensent à leur bien-être personnel, puis c'est souvent accessoire. Mais c'est à nous de s'adapter à ça et non pas l'inverse, tu sais. Puis tu sais, ça nous confronte à tous les processus ressources humaines qu'on a mis en place les 20 dernières années. Il faut les revisiter pour justement cette génération-là, d'autres attentes, d'autres façons de faire. Tu sais, je pense que ça sera un autre sujet, mais aux évaluations de rendement, ça en est une qui me vient en tête. Mais il faut s'adapter à eux. C'est ça qu'il faut faire. Puis encore là, ça revient aux attentes de dire, ben on ne s'attendra pas que la personne va rester 25 ans quand elle en a 22. Mmh.
Et justement, là, il nous reste juste quelques minutes là, pour Ouais. cette partie-là, sur la partie intégration. Je sais que nous, on a déjà travaillé ensemble là, tu sais, pour monter des Mhm. plans de formation, etc. etc. Qu'est-ce que tu suggérerais comme bonne pratique pour pouvoir bien intégrer? Parce qu'on le sait, recruter, c'est bien, mais recruter et bien intégrer, c'est quand même Ouais. beaucoup. C'est ça qui va faire la Moi, différence. comme je disais, je suis vraiment pratico-pratique, là. Il faut connaître notre population. Tu sais, on ne peut pas arriver avec un formulaire de formation one fit all. Ça ne fonctionne pas, ça. Il faut s'assurer d'être capable d'être, bon, tu sais, quand c'est peu spécialisé, ben, il faut avoir un accompagnement qui va être compris autant par une personne qui a de l'expérience, une personne qui vient de l'extérieur du pays, une personne qui est pas capable de lire. Parce que ça peut arriver. Donc, il faut essayer de trouver vraiment juste un guide hyper simple, pas trop de pages parce que sinon ça se perd, pour justement adapter à l'emploi. Mais la clé dans tout ça, ça passe par les employés qui vont l'accueillir. L'après là, document, quand on les rencontre en RH, puis on leur explique le manuel des employés, tout ça, mais c'est quand ils descendent dans l'usine ou ils s'en vont dans leur département, c'est là que tout se joue. C'est la première journée puis la première semaine qui est décisive, qui vont savoir s'ils restent longtemps ou pas, ou c'est quoi leurs aspirations dans l'entreprise. Mais si la personne l'accueille mal, et pas, des mauvais commentaires, des mauvais comportements, ben là, c'est à se questionner parce que là, malheureusement, tous les efforts qu'on déploie en amont, ben, ils ne paieront pas. Tu sais. Donc, il faut, ce que j'entends, c'est qu'il faut. Puis il y avait une question qui était posée là-dessus, c'est-à-dire Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire aux gestionnaires? Parce qu'en fait, on a tendance à mettre, bon, un peu comme tu disais pour le recrutement, on met ça sur les épaules des RH. Donc, ouais, on met ça en disant les RH peuvent recruter, ouais. puis les RH, ils doivent intégrer. Puis souvent, bah, ça arrive avec du coup des plans d'intégration qui n'en finissent plus. Et au final, qui des fois ne sont même pas utilisés par les gestionnaires. Je peux me tromper, mais Absolument. j'ai déjà vu ça Oui, dans oui, plusieurs oui, organisations. tout à Euh, fait. D'un sens, moi j'aime bien ton idée d'être capable de dire, mais il faut responsabiliser tout ce beau monde-là. Mhm. C'est tout le monde, les employés, les gestionnaires, pour bien Oui, l'intégrer, quoi. c'est eux qui ont le plus gros impact sur l'employé en question. Fait que, tu sais, moi, je me questionne quand j'entends, OK, est-ce que tu as parlé à ton gestionnaire? Ben, c'est qui? Tu sais, la réponse, quand j'ai c'est qui, pour moi, ben, ça me fait mal au cœur parce que tu fais, ah, on a une occasion manquée, tu sais. Ouais. Tu sais, il faut s'assurer que cette personne-là, elle soit prise en charge du début à la fin jusqu'à temps qu'elle soit autonome. Ça, c'est vraiment la clé, puis ça passe par le gestionnaire, ça passe par l'équipe qui vont être accueillants, qui vont être souriants, qui vont comprendre, qui vont être patients, tu sais. Puis je le sais que ça demande beaucoup aux employés, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre façon de faire que des influencer dans cette façon-là, parce qu'il n'y a personne qui va rester dans un environnement qui est toxique. Surtout pas maintenant, là, ça, Exact. ça marcherait pas. Et puis, c'est intéressant parce que si je reprends au début, tu disais, bah, les personnes qui viennent nous voir en disant, bah là, tu sais, il vient juste d'arriver, il quitte, ou etc. Mm. Mais des fois, c'est de voir un peu, est-ce qu'on peut impliquer aussi les employés à réfléchir, à savoir comment on pourrait faire les choses différemment. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour être capable de l'accueillir, puis de l'intégrer dans son poste aussi, Ben pour qu'il ait ça le goût? ça vient de là, hein. Puis s'ils se sentent impliqués, tu sais, puis il y a pas de secret, là, je donne pas de secret aujourd'hui, mais tu sais, si on ça passe, tu sais, les meilleures idées sont sur viennent des gens qui travaillent au quotidien. Ben, tu sais, les meilleures façons d'intégrer puis les meilleures prises de conscience viennent de ces gens-là. Donc il faut les écouter, il faut travailler avec eux, ce programme d'intégration-là et d'accueil. Il faut surtout les informer de ce qu'on entend, puis pas de façon directive, puis dire ben c'est de votre faute et autres, parce que là, on n'aura pas de collaboration, mais juste de façon constructive pour arriver à s'améliorer puis avoir des résultats qui sont à Mmh, court, moyen ou long terme. Mais il faut les mesurer, puis surtout, il faut communiquer à ces gens-là l'impact qu'ils ont eu sur les nouveaux employés, les commentaires bonne idée. qu'on a. Il faut être capable d'être assez transparent dans la communication pour que ça circule à tous les niveaux, puis pas juste de haut en bas, mais de bas en haut. En tout cas, Julie, un grand merci. C'est sûr que là, tu nous as fait un petit peu retomber sur terre certaines affaires, des fois de revoir nos attentes, d'être Mhm. capable aussi des fois de
de recibler, d'aller géolocaliser, Ouais, d'aller peut-être simplifier des fois le processus, d'être rapide, d'être vraiment ouais, là très, très réactif, et cetera. Moi, j'aime beaucoup ton idée de allons-y par essai-erreur parce ouais. que c'est comme ça qu'on pourrait faire des recherches à des recherches. Déjà, chaque organisation est différente. Vous avez chacun un bassin de candidats différent. Puis il y avait aussi ton idée de dire on élargit le bassin de candidats là, le plus Mmh. possible. Et puis, et c'est en essayant, puis en posant la question, à savoir de quelle manière vous nous avez connus, qu'est-ce que vous aimez dans le processus, qu'est-ce que vous n'aimez pas, etc., etc. C'est sûr que ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations très, très pertinentes Ouais, là. Donc, merci beaucoup, Julie, ça fait pour ce plaisir. temps précieux.